Aujourd'hui, on plonge dans une période vraiment charnière de la Ve République, les années Chirac. On va s'intéresser de près aux grandes controverses qui ont marqué ces mandats en se basant sur les documents de l'époque. On va parler justice, finance et de la manière d'exercer le pouvoir. Au fond, la question c'est comment ces trois piliers de la République ont-ils été, disons, sérieusement secoués? Et voilà la question centrale qui va nous guider tout du long. Un président, est-ce que c'est quelqu'un qui est au-dessus des lois, au-dessus du contrôle financier? Pour essayer de répondre à ça, on va procéder en 3 temps. D'abord, on va se pencher sur une affaire judiciaire hyper emblématique pour voir ce qu'il en est de l'indépendance de la justice. Ensuite, on va explorer une série d'allégations financières. Là, on va entrer dans les coulisses du pouvoir. Et pour finir, on s'arrêtera sur un seul chiffre, mais vous allez voir, il est spectaculaire et il dit tout sur le budget de l'Élysée. Allez, on commence tout de suite avec le premier volet, une affaire judiciaire qui a fait un bruit énorme. Alors, notre première grande étape, c'est l'affaire Borrell. Et là, on entre dans une histoire à la fois tragique, complexe, qui commence par la mort d'un juge français à l'étranger. Mais ce qui est fou, c'est comment cette affaire va très vite prendre une autre dimension et venir mettre en lumière les frictions, les tensions énormes entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. La question qui se pose, et elle est cruciale, c'est est-ce que la justice a vraiment les mains libres pour enquêter, surtout quand l'enquête se rapproche d'un peu trop près du sommet de l'État. Ok, pour bien comprendre l'engrenage, il faut regarder la chronologie. Tout débute en octobre 1995, le juge Bernard Borrell est assassiné à Djibouti. L'affaire traîne et 10 ans plus tard, c'est la juge Sophie Clément en France qui est sur le dossier. Et là, attention, en janvier 2005, c'est le coup de théâtre. Le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, annonce à tout le monde que le dossier va être envoyé à Djibouti. Mais le truc qui est dingue, c'est qu'ils font cette annonce avant même d'avoir demandé officiellement à la juge. C'est une manière de faire assez incroyable. Ça ressemble clairement à une pression médiatique pour lui forcer la main. Évidemment, elle ne se laisse pas faire. Le 8 février, sa réponse est un non, mais un non catégorique. Et ce refus est tellement retentissant qu'il mène à l'ouverture d'une autre enquête en 2006, cette fois pour savoir si on a bien essayé de faire pression sur elle. Alors, pourquoi est-ce qu'elle refuse aussi fermement? Eh bien, cette citation de la juge, c'est vraiment la clé de toute l'affaire. Ce qu'elle dit, en substance, c'est que la demande de Djibouti, ce n'est pas du tout pour aider la justice. Pour elle, c'est une manœuvre, une ruse. L'unique but, c'était de mettre la main sur des pièces du dossier. Et pas n'importe lesquelles, celles qui accablaient le procureur de Djibouti lui-même. Autrement dit, elle a vu venir le coup. Une tentative d'ingérence pour torpiller son enquête de l'intérieur. C'est plus qu'un simple refus, c'est une façon de dire « vous ne toucherez pas à l'indépendance de mon travail et de la justice ». Et c'est là vraiment que l'affaire prend une toute autre dimension. Parce que l'accusation qui sort dans le journal Le Monde et qui s'appuie sur des documents saisis par la justice, elle ne vise plus un ministère, elle vise directement le président de la République. L'accusation est gravissime. Jacques Chirac, lui-même, aurait soufflé au président de Djibouti la stratégie à suivre pour passer par-dessus la juge, pour la court-circuiter et récupérer le dossier. Là, on n'est plus dans une simple pression administrative. On parle d'une possible intervention personnelle du chef de l'État français dans une enquête. C'est ça le nœud du problème. Bon, cette affaire Borrell, elle est énorme, mais attention, ce n'est pas un cas isolé. On a parlé d'influence politique, mais il y a un autre fil rouge qui traverse plusieurs dossiers de l'époque. Et ce fil, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, comme on dit. Souvent de l'argent liquide et très souvent en lien avec des dossiers ultra sensibles, genre les ventes d'armes. Ce qui est intéressant ici, c'est pas tant de rentrer dans le détail de chaque affaire, mais de voir le schéma qui se répète. On a d'abord cette histoire d'argent liquide qui revient tout le temps. L'exemple le plus connu, c'est ce coffre de billets que le chauffeur de Chirac aurait transporté de Matignon à la mairie de Paris. Ensuite, on a le nom du président ou de ses plus proches collaborateurs, comme Dominique de Villepin, qui apparaissent dans des dossiers de vente d'armes hyper sulfureux, comme l'Angola-Gat. Et enfin, il y a cette suspicion permanente de pression politique pour enterrer des enquêtes qui dérangent, comme dans le cas de Tal en Afrique du Sud. Vous voyez le schéma? Argent liquide, vente d'armes, influence politique. C'est un trio qui revient un peu trop souvent pour être une coïncidence. Alors, après la justice, après les affaires financières, on attaque notre troisième et dernier volet. Et là, on va parler d'argent public. Et pas n'importe lequel, le budget de l'Élysée. C'est un sujet qui nous concerne tous parce qu'il touche directement à la transparence au sommet de l'État. Et vous allez voir, les chiffres, ils sont, disons, assez spectaculaires. Regardez bien ce chiffre à l'écran, multiplié par 9. Oui, vous avez bien entendu, le budget de la présidence de la République a été multiplié par 9 pendant les 2 mandats de Jacques Chirac. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? Mais là où ça devient vraiment
piquant, c'est quand on se rappelle ce que le candidat Chirac promettait en 1995. Il disait vouloir réduire le train de vie de l'État en commençant par l'Élysée. Alors la question c'est comment, mais comment est-on passé d'une promesse de faire des économies à une explosion pareille? Alors là-dessus, il y a deux écoles, deux versions qui s'affrontent. D'un côté, la version officielle de l'Élysée. Eux, ils parlent d'une simple clarification des comptes. L'idée, c'est qu'avant, plein de dépenses étaient payées en douce avec les fameux fonds spéciaux. En gros, c'était des valises de billets sans aucun contrôle. En réintégrant ces sommes dans le budget officiel, l'Élysée dit avoir joué la carte de la transparence. Ça, c'est la version officielle. Mais de l'autre côté, on a l'analyse critique de René Dosière, un député qui est devenu le spécialiste des finances de l'État. Et lui, il dit deux choses. D'abord que le budget réel était sans doute 3 fois plus élevé que le chiffre officiel, et surtout, et c'est ça le point le plus important, il nous dit qu'à l'époque, ce budget échappait à tout contrôle extérieur. Personne ne pouvait aller vérifier les comptes. C'était une véritable boîte noire. Ce tableau, il est vraiment parlant. Regardez. Sous Mitterrand, pendant près de 14 ans, le budget bouge à peine. On passe de 3,03 à 3,31 millions d'euros. C'est quasi stable. Et puis, arrive Jacques Chirac. Et là, c'est l'escalade. Regardez, dès 1997, 2 ans après son élection, on passe à 7,78 millions. Ça a plus que doublé. En 2001, bim, 21 millions. Et en fin de règne, en 2007, on atteint presque 32 millions. La courbe est juste exponentielle. La rupture est totale, nette, massive. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, d'un côté la justice qui subit des pressions, de l'autre des affaires d'argent un peu troubles, et pour finir ce budget de l'Élysée qui explose, quel est le tableau final qui se dessine ? Si on devait synthétiser tout ça en 3 points clés, voilà ce qu'il faudrait garder en tête. Premier point, l'ingérence judiciaire. L'affaire Borrell, c'est vraiment le cas d'école qui pose la question de la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'elle tient vraiment la route ? Deuxième point, les flux financiers douteux. Toutes ces affaires, mises bout à bout, elles suggèrent l'existence d'un système où beaucoup d'argent, souvent lié à des contrats sensibles, circule dans l'ombre, très près du pouvoir. Et troisième point, l'opacité budgétaire. L'explosion du budget de l'Élysée, ce fameux x9, sans aucun contrôle extérieur, c'est le symbole d'une façon de gouverner qui, à l'époque, se sentait un peu au-dessus des règles communes. Et tout ça, ça nous ramène exactement à notre question de départ. Parce qu'au-delà de la personne de Jacques Chirac, ce qui est intéressant, c'est que ces affaires nous forcent à réfléchir à nos propres institutions. Comment on fait, concrètement, pour s'assurer que personne, même pas le président, ne soit au-dessus des lois ? De quel contre-pouvoir a-t-on besoin ? Quels sont les verrous, les mécanismes de contrôle indispensables pour que la plus haute fonction de l'État soit intègre et pour que la confiance des citoyens soit préservée ? C'est une question qui, évidemment, reste totalement d'actualité. Voilà, c'est sur cette réflexion qu'on va se quitter. Merci pour votre attention.